Personnellement, je suis un militant de droits humains depuis quelques années et un des membres fondateurs de l'initiative Alarme Femme Sahara, qui a vu le jour, je dirais, au lendemain de 2015, parce que cette année fut une année cruciale, en tout cas de ce qui est de la gouvernance des mobilités dans notre région et précisément dans le pays que je suis originaire, le Niger, parce qu'en 2015 le Niger a été ciblé en tout cas par l'Union européenne comme un point stratégique pour implémenter en tout cas leur politique de contrôle et de blocage des personnes en direction du nord. Et le Niger est un pays qui géographiquement relie, je peux dire, l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique au nord du Sahara. Donc depuis des siècles, c'est une zone de transit avec l'histoire des caravanes routières qui quittaient Tripoli pour aller jusqu'au Nigeria, à Kano. Donc ce qui fait que cette zone est une zone de migration circulaire. D'ailleurs, le terme migration n'était pas beaucoup utilisé. On dit des exodants ou bien des aventuriers saisonniers. Ils utilisent le terme comme ça, qui vont en exode. Et l'exode, c'est aussi temporaire, parce que c'est plus saisonnier. C'est des populations du Sahel, la majorité, le Niger, c'est plus de 80%, c'est des agriculteurs. Et la saison des pluies, c'est juste 3 mois. Donc, au cours de l'année, une fois qu'ils finissent l'agriculture, ils ont des mois, sinon des trimestres, 2 à 3 trimestres libres. Donc c'est cette période que les gens utilisent pour aller dans les pays où soit le Mali, l'Algérie ou la Libye, et généralement dans les pays côtiers, donc le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, pour faire des activités. Et dès que les premières pluies tombent, les gens reviennent dans leur village pour continuer les travaux champêtres. En fait, c'est les mobilités que les populations on connaît là-bas. Mais avec l'influence de l'Europe, avec les histoires de crise de migration européenne, donc à partir de 2005, il y a beaucoup cette terminologie de migration clandestine, de migration irrégulière, tout ça des choses qui étaient nouveaux. Alors, durant toujours cette influence européenne, pour embarquer le Niger dans son narratif ou dans sa vision de la migration, à partir de 2005, avec l'accord de l'État nigérien, des mesures restrictives ont commencé à être prises pour en tout cas empêcher la mobilité des personnes chaque fois qu'ils vont vers le nord. Donc du coup, ça commençait à devenir difficile pour les gens de circuler au Niger. Et je voudrais préciser que le Niger fait partie de cet espace qui s'appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui depuis 1975 a un protocole de libre circulation pour les ressortissants de son espace. Mais donc à partir de 2015, avec l'influence européenne, donc disons l'externalisation des frontières européennes, les ressortissants de la CEDEAO commencent à avoir des problèmes à traverser le Niger, à circuler même dans le Niger, ce qui constituait une entrave à leur liberté que, en tout cas, ce protocole de la CEDEAO leur donne. Et tant militant de droits humains, quelqu'un qui est pris de justice sociale, avec d'autres camarades, on s'est dit que mais on ne peut pas rester indifférent à cela. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, il faudrait qu'on lève notre voix contre ces abus de droit. Je voudrais noter encore que dans cette politique de contrôle ou de répression ou de dissuasion des personnes pour bouger, il faut retenir que ça a commencé à porter atteinte à la vie même des personnes. C'est-à-dire qu'à partir de 2015-16, il y a beaucoup de morts, beaucoup de disparitions dans le désert. Parce que plus les contrôles deviennent intenses pour les personnes qui bougent vers le nord, plus le risque de traverser le désert devenait grand. Parce que les gens ne veulent pas accepter de ne pas bouger, mais ils essaient de contourner les points de contrôle ou d'éviter les routes principales où ils seront susceptibles d'être arrêtés.
Donc du coup, le fait de vouloir prendre de nouvelles routes, ça a commencé à augmenter le nombre de disparitions, le nombre de morts au niveau du désert du Sahara. Et donc nous, en tant que des militants de ce droit à la mobilité, on s'est réunis en une fois, d'abord au Niger, à Niamey, pour essayer de réfléchir sur cette question et voir quelle initiative on peut mettre en place. Donc, comme on est en réseau avec certains militants de plusieurs pays, notamment la sous-région, le Mali, le Burkina, des camarades du Maroc et aussi en Europe, donc des camarades de l'Allemagne principalement, mais de l'Autriche et d'autres. Donc on a réfléchi et on a mis en place cette initiative qui s'appelle Alarm Phone Sahara. Et Alarm Phone Sahara est inspiré du projet existant déjà de Alarm Phone Watch the Med, qui faisait les sauvetages et le secours sur la Méditerranée. Donc on a essayé d'implémenter cette stratégie au niveau du désert en mettant en place un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler une fois qu'ils se retrouvent en situation de détresse dans le Sahara pour que nous essayions d'organiser du secours ou un sauvetage pour essayer de réduire le nombre de morts de ces personnes. Et donc c'était ça l'idée de la création de Alarm Phone Sahara. Au départ, on s'était donné 3 objectifs. Les 3 objectifs sont la sensibilisation, la documentation et le secours, le sauvetage dont je viens de parler. Alors, pour la sensibilisation, nous avions remarqué qu'il y a beaucoup de sensibilisation sur les risques et les dangers, c'est-à-dire qui rentrent dans le cadre de la dissuasion des personnes. Nous, l'objectif de sensibiliser était plus sensibiliser toutes les populations, qu'elles soient migrantes ou pas, sur l'importance de la question migratoire à ce jour, sur l'importance de savoir que la migration est un droit, sur l'importance de savoir qu'il y a des décisions qui sont en train d'être prises par les États par rapport à leur mobilité et que ça concerne tout le monde. Sensibiliser aussi les migrants, oui, sur les dangers et les risques, mais aussi les sensibiliser sur leurs droits et aussi les sensibiliser sur des structures ou les orienter. Donc ça est la sensibilisation. La documentation, c'est plutôt essayer de documenter les abus de droit, les abus et les violations sur les personnes migrantes sur le territoire nigérien, documenter le nombre de disparitions ou le nombre de morts qu'on rencontre pour que nous puissions faire un plaidoyer fort avec ou dénoncer vraiment. Donc c'est ça la documentation que nous cherchons, nous avions mis comme objectif. Et après il y a des refoulements massifs du côté de l'Algérie qui continuaient et donc on s'est penché aussi sur la documentation des refoulements de l'Algérie. Maintenant, le sauvetage, le troisième objectif dont j'ai dit, c'est ce que j'ai expliqué, c'est de sauver les personnes une fois qu'ils se retrouvent en détresse au niveau du Sahara. Voilà un peu ce que c'est que Alarm Phone Sahara et comment elle est née, donc en solidarité avec les personnes en mobilité parce que nous estimons que c'est un droit et que nous devons tout faire pour en tout cas faire respecter ce droit à la mobilité et surtout le droit à la vie, parce que j'ai dit à travers les politiques de restriction et les pressions qu'on met sur les États ou nos États, beaucoup de personnes perdent leur vie. Seulement, auparavant, les gens ne sont pas informés de ce qui se passe avant la Méditerranée. Toutes les lumières étaient braquées sur la Méditerranée, que les nombres de morts, les disparitions, les bateaux qui sont sur la Méditerranée, mais les gens ignoraient ce qui se passe avant d'arriver à la Méditerranée, notamment dans le désert, le Sahara nigérien. Donc cela faisait partie aussi des objectifs pour faire valoir déjà que les gens sachent qu'il y ait des choses horribles qui se passent avant d'arriver à la Méditerranée. Comme je dis, c'était un projet sœur de Alarm Phone Watch the Med en mettant en place le numéro de téléphone pour que quand les personnes sont en détresse, ils puissent appeler. Et effectivement, juste une année ou moins même, on s'est rendu compte que les réalités sont différentes et que cela ne marche pas.
Parce que tout simplement les personnes peuvent être dans des situations mais qu'il n'y a pas de couverture réseau dans le Sahara, donc c'était difficile. Et on a vite initié un nouveau projet ou une nouvelle stratégie qui consistait à avoir un réseau de lanceurs d'alerte. Donc des personnes qui sont disséminées sur les différents villages qui sont sur les routes migratoires. On a deux principaux axes à partir de Agadez, c'est-à-dire l'axe qui va vers la Libye et l'axe qui va vers l'Algérie. Donc il y a plusieurs villages ou des chefs-lieux qui existent sur ces routes. Donc nous avons ciblé et trouvé des personnes volontaires qui peuvent être nos yeux, nos bouches et nos oreilles pour ces zones. Si on prend l'axe de la Libye, de Agadez, Bilma, Dirkou, Bilma, Sigidine, Latey, Haney, jusqu'à Chougour, on a des personnes qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Et ces personnes, souvent dans leur marche quotidienne, dans leur activité quotidienne, ils essaient de sillonner pour voir les mouvements, s'il y a des personnes qui quittent ou si par hasard ils peuvent tomber sur des gens qui sont dans des situations de détresse. Et souvent, avec ces lanceurs d'alerte, on organise des missions de patrouille. C'est-à-dire qu'on envoie souvent l'équipe avec les données qu'on a ou les informations qui nous parviennent qu'il y a des mobilités dans cette zone. On organise des missions de patrouille où ces lanceurs d'alerte prennent des voitures et sillonnent les zones pour voir si par hasard il y a des personnes qui sont laissées pour compte ou bien des personnes qui sont en détresse et n'arrivent pas à créer, à lancer l'alerte. Donc ils se chargent de le faire. Et aussi les personnes qui sont dans ces zones, il faut dire ces volontaires qui font ce travail, c'est des gens qui connaissent très bien la région, qui connaissent très bien leur zone. Et souvent, c'est des personnes qui étaient des anciens prestataires des services de la migration qui ont abandonné parce que ça a été criminalisé. Donc du coup, c'est des personnes qui ont assez d'expérience et assez de connaissances des zones et des choses. Et c'est ces personnes qui aident souvent quand il y a des détresses. Alors, c'est vrai, on a commencé les échanges en 2015 parce que, en fait, le point de départ, c'est qu'en 2015, l'État du Niger, à travers l'appui financier et technique de l'Union européenne, effectivement, a mis en place une loi 2015-36, l'intitulé, qui est la loi 2015-36, qui est une loi dite contre le trafic illicite de migrants, mais que cette loi, dans son application, c'est elle qui a encore empiré, je veux dire, la vie ou la situation des personnes en mobilité dans le Sahara nigérien. En fait, c'est ce que nous disons, cette loi, elle est liberticide et cette loi, elle a causé plus de problèmes qu'elle est censée résoudre. D'abord, la loi dite anti-trafic de migrants, mais dans l'implémentation de cette loi, il y a eu maintenant beaucoup plus de trafic de migrants qu'auparavant. Parce qu'avant cette loi, la migration de Agadez vers la frontière du Niger, des deux côtés, était légale et que les personnes qui veulent voyager vers la Libye ou vers l'Algérie, ils viennent, ils s'enregistrent normalement au niveau des gares. On sait le nombre de personnes qui a quitté, on sait la main de chauffeur qui les a pris et celui qui les amène. Et les voitures partaient en convoi, plusieurs voitures, et aussi escortées par des forces de défense et de sécurité nigériennes, donc les militaires nigériens qui les escortent pour éviter qu'ils soient attaqués peut-être pour des bandits ou des trafiquants, autre chose. Mais à partir de 2015, quand c'est criminalisé, la mobilité des personnes n'a pas arrêté, mais les réseaux sont devenus plus clandestins et c'est là que c'est devenu plus du trafic. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la loi a amené des conséquences néfastes sur l'économie de la région. L'économie de tout le Niger, pour les services de transport, mais principalement de la région d'Agadez qui, comme je l'ai donné tout à l'heure comme zone historique qui s'est fondée même sur la migration. Donc du coup, le fait d'empêcher les gens de bouger tranquillement, ça a impacté beaucoup l'économie de la région. Quand je dis l'économie, il faut retenir les transporteurs, les gares qui prennent de l'argent, les taxes que ces
les taxes que ces transporteurs ou ces prestataires de services ils payent à l'État, et les femmes qui font de la restauration, les manger qu'ils vendent pour les personnes qui sont en mobilité, les commerçants qui vendent je peux dire des habits, des turbans, de l'eau, des bidons, les détenteurs des maisons d'hôtes, ou voilà, qui sont appelés communément les ghettos pour loger les personnes. Toutes ces personnes sont retrouvées sans job. Sans job. Et il y avait au moins 300 et quelques personnes qui ont été arrêtées dans l'implémentation de cette loi, qui ont été jetées en prison dans l'implémentation de cette loi. Au moins 300 personnes. Et il y a plus de 300 aussi encore de véhicules qui ont été saisis, qui sont mis au garage dans un camp militaire. Imaginez une ville comme Agadez où d'un coup on arrête 300 voitures qui font des transports, et donc l'économie a beaucoup chuté par rapport à cette implémentation. Donc concrètement, la loi a été plus néfaste que arranger quoi que ce soit qu'elle a préconisé ou qu'elle a mis en avant. Alors, j'avais parlé de l'Algérie. L'Algérie est un pays frontalier du Niger normal, et depuis aussi plusieurs années, il y a un flux normal entre l'Algérie et le Niger de personnes et de biens, parce que dans la région de Agadez, Tawa, au moins 2 ou 3 quarts de l'espace du Niger utilisent des produits que l'Algérie font du commerce avec le Niger. Donc il y a tout cela. Il y a les Nigériens qui partent aussi en Algérie depuis quelques années. Seulement à partir de 2014, donc juste avant que la loi soit implémentée, parce que c'est de là que c'est parti, c'est ce que les autorités nigériennes ont pris pour légitimer leurs actions de répression contre les voyages vers le nord. Ils se sont accordés à ce que les Nigériens qui sont en Algérie soient rapatriés au Niger, entre l'État du Niger et l'État de l'Algérie. Ça, c'est un accord entre les deux pays à partir de 2014. Mais seulement à partir de 2016-17, l'Algérie a commencé systématiquement à refouler des personnes, je dirais subsahariennes, même si j'aime pas trop le mot, des personnes de l'Afrique au sud du Sahara, quelle qu'elle soit leur nationalité, de les refouler dans le désert nigérien en leur disant de retourner. Donc depuis 2017, on était en face des refoulements massifs de personnes que l'Algérie refoule sur le territoire nigérien, je dirais sans base légale. Et ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup consommé, parce que ça a changé carrément notre activité. J'ai dit notre documentation s'est penchée plus là-bas, parce que c'est beaucoup plus régulier et visible. C'est-à-dire que même pendant la période de Corona, de la période pandémique, l'Algérie a continué à refouler. Et chaque 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, c'est des vagues de centaines de personnes que l'Algérie refoule. 800, 700, 900, 800 chaque moment. Et en 2020, par exemple, on a chiffré à peu près 21 800 et quelques personnes que l'Algérie a refoulées. En 2022, à peu près 20 000 et quelques. En 2021, à peu près 20 000. En tout cas, chaque année, c'est autour des 20 000. Et là, en 2023, le nombre était de 26 841 personnes que l'Algérie a refoulées sur le territoire nigérien. Toutes nationalités confondues. C'est-à-dire que tous les subsahariens, c'est-à-dire la consigne, c'est l'être africain, je dirais noir de peau. Quand on est pris en Algérie, on les refoule au Niger. Et les refoulements se font de façon inhumaine, parce qu'ils sont laissés à un point, un no man's land entre le Niger et l'Algérie, qui s'appelle le point zéro. Et le point zéro, de ce point zéro au premier village nigérien, ça fait 15 km de marche de désert. Donc c'est dans cet endroit précis que les autorités algériennes déposent ces ressortissants, et on leur demande de marcher pour aller vers le Niger. Et c'est comme ça qu'ils marchent à pied, souvent des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes souvent qui sont malades, et qui doivent marcher de ce point zéro jusqu'à Assamaka, au premier point nigérien. Et les conditions du désert sont extrêmes. Quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Quand il fait froid, il fait extrêmement froid.
avec de la poussière et du vent. Donc c'est dans ces conditions que souvent des femmes, des enfants, même en grossesse ou avec même des bébés, sont abandonnés et qui doivent faire cette marche. Effectivement, il y a la présence de l'OIM depuis tout le temps qui est là-bas, qui se charge de prendre ces personnes à partir de Assamaka pour les acheminer vers Arlit, Agadez, Niamey ou leur pays dans son projet de retour volontaire. Donc c'est ça un peu. Il y a des organisations internationales telles que MSF qui donnent des petits des soutiens sanitaires pour les personnes en besoin. Mais en tant qu'organisation locale, je peux dire que c'est nous seulement Alarm Phone Sahara, un projet de quelques individus, hommes et femmes en tout cas qui sont dévoués, qui ont non seulement arrivé à mettre ça au jour pour la communauté, la population internationale, de savoir ce qui se passe en tirant l'alerte sur cela, mais aussi on a mis en place un système de sauvetage. C'est-à-dire que nous avons eu à travers le soutien de certains bailleurs ou de certains bonnes volontés, notamment Pain pour le Monde que j'aimerais bien citer, et Médico International qui nous soutiennent. On a acheté des motos tricycles que nous avons avec nos lanceurs d'alerte. À chaque fois qu'il y a ces refoulements, ces motos vont jusqu'au point zéro. Donc ils font les 15 km pour voir s'il y a des personnes dans les arrivages, dans les personnes qui sont refoulées, qui ne peuvent pas marcher, qui sont en situation de handicap ou des femmes qui ont des enfants qui n'arrivent pas à continuer, de les prendre pour les acheminer au village de Assamaka. Parce que comme je dis, c'est une petite organisation. En fait, on a plus d'ambition que de moyens déjà. Notre ambition est plus que nos moyens, ça ne suffit pas. Mais notre engagement est aussi plus fort que nos moyens. Parce que c'est vraiment la totalité ou je dirais la majorité des personnes qui sont engagées dans Alarm Phone Sahara. En fait, on peut sentir que du fond, c'est des gens qui mettent en avant le respect du droit à la mobilité. Donc le futur, il est sombre, mais j'ai foi. Donc je ne sais pas d'où je tire cet optimisme. Je pense que peut-être les humains ou les êtres humains, on va aller jusqu'au bout. On comprendra forcément que voilà, il n'y a pas mieux que la paix, il n'y a pas mieux que l'amour du prochain, l'amour de l'autre, et qu'on va faire une marche arrière et faire bien. Mais sinon, quand on regarde réellement ce qui se passe, c'est beaucoup difficile. Parce que les politiques de restriction, de répression, de dissuasion sur les mobilités ne font que s'empirer, mais les crises aussi dans le monde ne font que s'aggraver et qui va forcément pousser beaucoup de personnes à encore partir plus. Donc, on est dans un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue, et ça va être beaucoup difficile. Mais l'optimisme, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me nourrit, je ne sais pas d'où je le tire. Je suis optimiste, je ne sais pas devant moi ou pas, mais je pense que l'humain, dans sa bêtise, va aller à un point et il va faire le retour. Toutes les guerres ont fini par se revenir sur la table et parler, parce que personne ne gagne en fait dedans. Tout le monde y perd.
And can you explain me from Algeria, when they catch you, how was the journey till here in Asamaka? The journey is very bad because of the police used to beat you inside the car. Before we reach at the border here, my jacket, they take my jacket also. I'm like this now. It's not easy. And then they bring you here to... They throw us to the border. They said almost 15 kilometers to Asamaka. Is there women and children? Yeah, of course. So now you all want to go back to Gambia? All of us. It's not we want to go back to our country. Asamaka is not enough. Maintenant, la vie d'ici, c'est pas possible. Là où les gens dorment, regardez. Regardez. Et là où nous on donne, regardez ce qu'il y a là-haut. Lorsque nous qu'on mange ici, on mange dans ça. Même il n'y a pas savon, il n'y a pas rien, on ne donne pas rien ici. Vous êtes tous refoulés d'Algérie? Nous sommes tous les refoulés d'Algérie, sauf le monsieur qui est poussé là-bas. C'est lui. Lui là, il est refoulé en Tunisie. Oui, parce que lui, il est rentré en Tunisie. Parce que lorsqu'il est venu ici, il ne sent pas bien. Chaque fois, il tombe malade, il tombe malade, il tombe malade. Tu vois, j'ai même pas envie de... Tu vois, depuis que lui, il s'est rapatrié lui, en Tunisie, il est en train de vomir, il n'est pas en bonne santé. Vous avez vu, il est en train de vomir. Il faut qu'on va lui amener à nous. Je vais appeler la moto, on va lui amener à l'hôpital, non? Voilà. Ok. Faut appeler la moto, on va l'amener.